En Éthiopie, le gouvernement réagit aux récentes violences dans le pays qui ont fait au moins 78 morts et plus de 400 personnes arrêtées. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accusé de nonchalance, se défend. Au Bénin, le comité de soutien aux détenus et exilés politiques a tenu un point de presse à Cotonou. Il s'est essentiellement penché sur la loi d'amnistie, les personnes à amnistier et l'abrogation des lois à la base de la crise politique. Et puis aux États-Unis, les démocrates formalisent la procédure de destitution du président Donald Trump. Ils ont procédé au vote d'une résolution à la Chambre des représentants. La réaction du président américain dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Éthiopie, le gouvernement a réagi aux récentes violences dans le pays qui ont fait au moins 78 morts. Plus de 400 personnes ont été également arrêtées lors de ces violences. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accusé de nonchalance, se défend. Les détails. Plus de 400 personnes ont été arrêtées à la suite des violences qui ont fait 78 morts en Éthiopie lors de manifestations la semaine dernière. L'information a été rendue publique par l'attaché de presse du cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed au cours d'une conférence de presse. Elle a ajouté que l'enquête se poursuivait et que davantage de suspects pourraient être interpellés. Il y a aussi des éléments qui tentent d'empêcher le processus de réforme et de donner l'impression que le gouvernement est insensible, que le gouvernement est faible. De nombreuses personnes veulent propager ce genre de discours. Des violences avaient éclaté le 23 octobre lors des manifestations contre Abiy Ahmed à Addis Abeba et dans une bonne partie de la région d'Oromia, après qu'un activiste controversé, Jawa Mohamed, eut accusé les forces de sécurité de tenter de fomenter une attaque contre lui, accusation rejetée par les autorités. Il y a aussi une réaction défavorable à l'accélération de l'unification du parti principal ou du parti au pouvoir. Les affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre, mais aussi des communautés entre elles durant 3 jours et ont fait 78 morts. Manifestation jeudi devant le siège de la Cour suprême à Alger. Plusieurs centaines de magistrats algériens ont encore exigé une justice libre et indépendante au 5e jour d'une grève qui paralyse la quasi-totalité des juridictions du pays. Depuis que le syndicat national des magistrats a lancé le mouvement dimanche, la quasi-totalité des juges et procureurs de l'Algérie ont cessé le travail. Cette grève est inédite dans un corps réputé longtemps docile à l'égard du pouvoir et à qui la loi a interdit de cesser de travailler. Elle a été déclenchée par un vaste mouvement de mutation visant 3000 magistrats, soit la moitié de la magistrature, selon les syndicats, qualifiés de mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Pour le président du syndicat, un jugement équitable n'est possible que si le juge n'est soumis qu'à la loi et à sa conscience. Il dénonce implicitement des pressions politiques sur les juges. Déjà le 24 octobre, des centaines d'avocats ont manifesté à Alger contre la justice du téléphone en référence aux instructions qu'ils accusent le pouvoir de donner par téléphone à certains juges. Ils dénonçaient notamment le placement en détention provisoire ces derniers mois d'une centaine de manifestants, militants et journalistes, inculpés de crimes passibles de 10 ans de prison pour avoir simplement porté un drapeau amazi ou berbère ou pour de simples publications sur les réseaux sociaux. La grève des magistrats a entraîné mardi et mercredi le report du verdict de 2 procès contre 11 manifestants au total. En Afrique du Sud, une centaine d'étrangers interpellés mercredi ont été remis en liberté. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils occupaient un immeuble de bureau du Cap pour protester contre la xénophobie. Reportage. En Afrique du Sud et précisément au Cap, des étrangers ont trouvé refuge dans une église après avoir été expulsés de force du foyer du bureau local du Haut Commissariat pour les réfugiés. Nombre de ces réfugiés se plaignent des méthodes violentes utilisées par la police pour les faire sortir du bâtiment où le groupe avait organisé un sit-in. En effet, des centaines de demandeurs d'asile campaient devant les locaux du HCR dans la capitale Pretoria et dans la ville côtière du Cap depuis le 8 octobre. Au Cap, les manifestants ont envahi les locaux abritant les bureaux de l'ONU. Le propriétaire a donc réclamé leur évacuation.
Des affrontements ont éclaté avec la police lorsque les manifestants ont refusé de quitter l'immeuble. D'après la police, environ 100 personnes qui n'ont pas tenu compte de l'appel à la dispersion ont été arrêtées. Mais la même police a ensuite annoncé que ces personnes avaient été remises en liberté sans poursuite. Nous avons compris que nous ne sommes pas sûrs et l'événement d'hier montre qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a aucune protection. Les policiers en qui on doit pouvoir faire confiance, vers qui on peut courir, ce sont eux qui viennent encore pour nous tuer, pour nous battre, pour nous attaquer. 7 hommes sur une femme, cassant la jambe et battant une femme. Et les enfants, par exemple. Nous avons perdu 7 enfants et 5 autres personnes sont portées disparues. Les étrangers, pour la plupart originaires d'autres pays africains, affirment subir des mauvais traitements et faire l'objet de discrimination. Ils ont demandé à l'ONU de les transférer vers un autre pays, affirmant ne plus se sentir en sécurité en Afrique du Sud. Au Bénin, le comité de soutien aux détenus et exilés politiques a tenu un point de presse à Cotonou. Il s'est essentiellement penché sur 3 points. Il s'agit de la loi d'amnistie, les personnes à amnistier et l'abrogation des lois à la base de la crise politique que traverse le pays. Il ne faut pas une amnistie qui protège les criminels. C'est pourquoi c'est au président Talon qu'il revient de prendre une ordonnance à cet effet. Il ne s'agira pas de se donner l'occasion de légitimer une assemblée nommée qui ne représente nullement le peuple. Une élection où 90% de la population rejette les candidats n'est pas qualifiée pour légiférer. Une loi d'amnistie par ce genre de parlement est inacceptable. Il faut éviter de couvrir et protéger les assassins qui ont besoin d'être identifiés et jugés pour répondre de leur forfait. Ce sera le début de la fin de la culture de l'impunité dans notre pays. C'est donc dire que l'amnistie ne saurait concerner uniquement les personnes frappées par les voies de fait à partir de la crise liée aux législatives de 2019. Elle doit remonter à bien avant. Le président de la République ferait mieux, avec son gouvernement, d'accéder aux doléances de la jeunesse et du peuple, dont nous sommes de modestes voix pour faire écho de leurs aspirations, en l'occurrence ici, la libération des détenus politiques sans discrimination, le retour des exilés politiques et la satisfaction des autres revendications relatives aux personnes décédées, aux pupilles de la nation, à l'abrogation des lois scélérates pour le respect des droits humains et des peuples dans notre pays. En Gambie, une ex-reine de beauté a livré un témoignage accablant contre l'ancien président Yaya Jammeh, aujourd'hui en exil. Elle l'accuse devant une commission de l'avoir violée pour l'humilier et lui faire payer le rejet de sa demande en mariage. Les images. Toufa Jallow, ancienne reine de beauté gambienne, a raconté à la commission Vérité-Réconciliation que l'ancien dirigeant Yaya Jammeh l'a violée en 2015. Alors étudiante en art dramatique, Fatou Jallow avait remporté un concours de beauté en décembre 2014 à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui âgée de 23 ans, elle a raconté dans une ambiance lourde comment Yaya Jammeh l'avait fait ensuite venir à différentes reprises au palais et l'avait trompée en adoptant une attitude paternelle et en promettant de lui verser une bourse à laquelle donnait droit le concours. Yaya Jammeh a décidé de me pénétrer. Mais avant de le faire, il a sorti une seringue de sa poche et il m'a injecté sur mon bras. Je ne sais pas ce que c'était ni à quoi cela servait. Yaya Jammeh ne voulait pas coucher avec moi ou avoir du plaisir avec moi. Ce qu'il voulait faire, c'était me faire du mal, c'était me donner une leçon, c'était manifester son ego. Depuis janvier, des dizaines d'auditions de victimes et d'ex-caciques ou hommes de main de l'ancien pouvoir ont révélé à des Gambiens abasourdis l'ampleur des violations des droits de l'homme commises pendant les 22 ans du régime de Yaya Jammeh. Toufa, c'est une des premières qui a parlé publiquement
lors de la publication du rapport de Human Rights Watch et Trial International au mois de juin cette année. Le viol et la violence sexuelle sont des crimes. Et Yahya Jammeh n'est pas au-dessous des lois et aucune femme ni fille n'est en dessous des lois. Créé par le président Adama Barrow pour enquêter sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime de son prédécesseur Jammeh, qui a démissionné de son poste en janvier 2017, la commission pourra, au terme de ses travaux qui devraient encore durer 1 an, recommander des poursuites ou des réparations. Elle ne peut en revanche pas prononcer de condamnation. Hors du continent africain, et nous sommes aux États-Unis où les démocrates ont formalisé la procédure de destitution du président américain Donald Trump. Ils ont procédé au vote d'une résolution à la Chambre des représentants. Et bien entendu, la réaction de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Reportage. La Chambre des représentants aux États-Unis a procédé ce jeudi à un vote crucial dans la procédure de destitution menaçant Donald Trump. Les démocrates ont adopté une résolution donnant un cadre formel aux investigations par 232 voix favorables contre 196. Les élus se sont donc très largement conformés aux consignes de leur parti à l'exception de 2 démocrates. Le vote intervient plus de 20 ans après celui ayant ouvert une telle procédure contre Bill Clinton. C'est notre démocratie qui est en jeu, a affirmé dans l'hémicycle la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, tenant à donner à cet événement rare une tonalité solennelle. Le chef démocrate de la commission de renseignement, qui co-dirige l'enquête, a affirmé qu'ils assument ce devoir avec le sérieux qu'ils méritent. Suivant apparemment le vote de très près, Donald Trump a très rapidement dénoncé la plus grande chasse sorcière de l'histoire américaine. Le 24 septembre, Nancy Pelosi avait décidé d'engager son parti sur la voie périlleuse de l'impeachment mise en accusation du président après des révélations sur un appel téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien Zelensky au cours de l'été. Lors de cet échange, le président républicain avait demandé à son interlocuteur de se pencher sur son rival démocrate Joe Biden et les affaires de son fils en Ukraine. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.